Samedi 25 octobre 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait Laure Tellière, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès, Steve Agimon, maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Toulouse, et Jean-Michel Huppé, chercheur en écologie politique, autour de l'ouvrage qu'ils ont co-dirigé, Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie, publié au Seuil Éditions. Bonjour à tous et à tous. Donc Maxime nous dit qu'on commence, donc nous allons commencer. Voilà. Merci d'être venus pour cette rencontre qui va se dérouler en fait sans discutant, puisque comme on est 3 co-auteurs, coordonnateurs de cet ouvrage, voilà, Ombre Blanche a jugé que c'était aussi simple si on animait nous-mêmes la présentation initiale, dans l'idée bien sûr après de vous donner la parole pour que ce soit un temps d'échange assez conséquent. Donc du coup, nos présentations vont s'organiser de manière, on va dire, fluide, pour ne pas dire un peu improvisé, en ce sens que on s'est concerté, puis on s'est dit que peut-être on allait essayer de proposer nos 3 regards sur l'ouvrage, en faisant le pari qu'il n'y aura pas de redondance ou pas trop, mais que voilà, ça permettra de faire le tour avec nos 3 sensibilités, puis en se complétant un peu comme ça. Donc pour nous présenter, moi je suis Laure Tellière, je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Steve Agimon qui est maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Toulouse, et Jean-Michel Huppé qui est chercheur au CNRS, initialement en neurosciences, maintenant en écologie politique, et rattaché comme moi aussi au laboratoire Framespa de l'UT2 Jean Jaurès. Et on est tous les 3 membres de l'atelier d'écologie politique, donc un collectif interdisciplinaire de scientifiques, sur lequel je vais dire quelques mots parce que ce livre, il est vraiment né aussi dans le creuset de ce collectif. Alors, je vois au sein de la salle des gens qui connaissent ça, qui savent ce qu'on représente, mais peut-être pour tout le monde. C'est un collectif qui est né en 2018. Donc, on va rentrer dans notre 8e année d'activité, qui est née à Toulouse et qui, depuis, a essaimé ailleurs en France. Donc, maintenant, il y a des atécopoles, des ateliers d'écologie politique, non seulement à Toulouse, qui reste le plus nombreux, sans doute, en nombre de membres, puisque maintenant, on est 290 scientifiques nominalement rattachés à ce collectif. Et donc, il y en a ailleurs, en région parisienne. Steve avait participé à la fondation de l'Écopolie en région parisienne, mais aussi à Marseille, à Bordeaux, à Montpellier, à Perpignan, à Dijon, etc. Donc, la Técopole, c'est un collectif qui s'est monté pour essayer de trouver des nouveaux moyens de faire face à l'enjeu écologique en tant que scientifique, depuis nos missions, nos métiers, depuis l'enseignement supérieur recherche, pour travailler ensemble, réfléchir ensemble de manière systémique et en croisant toutes les disciplines, mais aussi pour s'articuler à la société, voilà, à la manière de rentrer dans le débat public en tant que scientifique. Et c'est de cette manière-là qu'on essaye d'œuvrer depuis maintenant 8 ans. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver notre site en ligne pour voir ce qu'on fait, ce qu'on a entrepris déjà, et surtout voir les programmations de notre séminaire annuel, séminaire qu'on appelle le SEMécole, le séminaire d'écologie politique, qui va rentrer, lui, à sa 35e séance, je crois, ou 36e séance avec la programmation de cette année. Il y en a un le 12 novembre, et puis après, il y a une programmation annuelle. Voilà. Donc, c'est né dans le creuset de la Técopole parce que ce livre a à voir justement avec le fait d'inventer une manière de faire des ouvrages qui sont un peu comme des manuels, pas des ouvrages purement académiques, ce sont des ouvrages qui mobilisent des scientifiques essentiellement,
mais à travers un format qui permette d'intervenir dans le débat public, de circuler un peu comme un outil de pensée pour que tout un chacun s'approprie ses analyses et après puisse s'y référer, puisse les faire vivre, puisse construire une argumentation et un positionnement en utilisant ces bouquins-là. Donc pour nous, cet ouvrage, il vient après celui qui était sur le même modèle et qui s'appelait Greenwashing, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, qu'on avait sorti en 2022, qui était coordonné avec Guillaume Carbou et Aurélien Berland, et qui nous paraissait à l'époque accrocher une idée forte dans la manière dont nos sociétés prétendaient faire face à l'enjeu écologique, aux enjeux écologiques, mais en utilisant beaucoup des moyens un peu dilatoires, de l'enfumage, des promesses d'écologisation qui n'étaient pas tenues, voire des fausses solutions qui nous enferraient dans de nouvelles impasses en prétendant répondre à l'enjeu. Tout ça, c'était le greenwashing, et on avait l'impression qu'avec ce terme, on pouvait englober plein de mécanismes, de formes, de discours importants à décoder et qui allaient nous occuper sans doute une bonne décennie, quoi. Voilà. On s'attendait pas, en tout cas je parle pour moi je m'attendais pas qu'aussi rapidement on soit happé par une autre réalité tout aussi indispensable à appréhender, décoder, cerner, problématiser, questionner, qui est celle qu'on a appelée, en faisant le pendant, Green Backlash, et qui est le sujet de ce nouveau livre. Voilà, et hélas, ça c'est venu assez vite en fait, puisque nous, ce bouquin Green Backlash, que ensuite l'éditeur a proposé de sous-titrer « Qui veut la peau de l'écologie ?» parce que c'était une expression plus parlante. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on l'a proposé au Seuil, en se disant que c'était un sujet montant et que c'était vraiment intéressant que, en tant qu'universitaire, spécialiste de ces questions, on essaye de faire un bouquin un peu organisé pour essayer d'approcher cette question-là. Et depuis, alors là, pour le coup, oui, hélas, l'actualité a beaucoup confirmé notre intuition initiale, et depuis, on peut que faire le constat que oui, c'est devenu un des gros enjeux autour des questions écologiques, cette idée d'un backlash. Alors pourquoi ce terme ? Le terme de backlash, c'est greenwashing, green backlash, c'est pas qu'on soit si amoureux de néologismes anglophones, mais c'était des mots un peu faciles qui font concept ou pseudo-concept pour englober tout un tas de questionnements. Et donc c'est pour ça qu'on l'a repris. On l'a repris parce qu'en fait, la notion de backlash, elle est très présente depuis les années 80 et surtout 90, quand des analystes, des essayistes ont essayé de penser les effets de contre-coup, de retour de bâton ou de contre-offensive par rapport à des mouvements plutôt émancipateurs qui ensuite suscitaient en réponse de violents retours aux forces de réaction. Et ça a été utilisé en particulier au début des années 90 à propos des mouvements féministes si actifs dans les années 70 et puis qui donnaient lieu à des retours en arrière en fait à ce moment-là. Et dès ces années-là aussi, on a des analystes, notamment aux États-Unis, qui utilisent cette expression de green backlash pour adapter ça aux enjeux environnementaux et écologiques. Donc on a repris, nous, ce terme qu'on a construit sur un seul mot pour faire pseudo-concept et le faire circuler, comme un titre facile pour notre ouvrage. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, sur la genèse de ce bouquin, on peut juste peut-être vous partager un peu les coulisses de sa réalisation. Donc tous les trois, en coordonnant cet ouvrage, on a réfléchi à des thématiques qu'il était intéressant d'aborder dans cet ouvrage, à des auteurs qui nous semblaient importants sur ces sujets-là, qu'on a contactés, avec qui on a dialogué, de manière à construire les 25 ou 26 chapitres de l'ouvrage. 26 chapitres pour 40 auteurs. Donc
Voilà, c'est riche en auteurs, justement parce qu'il nous paraissait important d'abord de donner la parole à beaucoup de collègues, d'autres scientifiques. Il y a essentiellement des universitaires, des chercheurs, des scientifiques, mais aussi quelques journalistes spécialisés sur ces questions, comme... par exemple, Stéphane Foucard, qui écrit dans Le Monde toujours des articles très intéressants sur les enjeux écologie, sciences, santé, environnement, etc. Ou Gaspard Dalens, qui écrit dans Reporter et qui est aussi un compagnon de route. Il y a quelques spécialistes, des responsables associatifs qui travaillent par exemple sur les multinationales, ou une élue européenne qui nous donne les coulisses de ce qui s'est passé au niveau européen par rapport au backlash anti-écologique actuel. Voilà. Mais sinon, pour le reste, ce sont des universitaires et des chercheurs comme nous, parce que ça nous paraissait important de pouvoir avoir leur regard. Donc 40 auteurs, certains à qui on a proposé d'écrire ensemble, de coécrire un chapitre pour croiser leurs regards. Donc, le livre est déjà une espèce de condensé, de croisement de regards qui vous offre une vision comme ça. Et on a beaucoup travaillé avec eux pour que ce soit pas juste une collection de textes, mais vraiment que ça se lise de bout en bout comme un livre qui a sa cohérence dans l'écriture comme dans le parcours argumentatif, enfin la visée de compréhension. Et donc, il est construit en 3 grandes parties. La première sur ce qu'on a appelé les matrices du backlash, c'est-à-dire quelles sont les origines, la genèse, et Steve va y revenir notamment, de ces mécanismes de fond, en fait. Pourquoi ce backlash aujourd'hui? D'où est-ce qu'il vient? Comment il emboîte des chronologies, des temporalités, et quelles en sont les matrices, non seulement ici en France, dans l'espace européen, à l'échelle d'autres continents, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, ou en prenant d'autres focales, comme par exemple l'angle de la pensée économique avec le texte de Geneviève Azam, par exemple. Deuxième grande partie, c'est plutôt sur les éléments de langage. En fait, le green backlash qu'on traverse aujourd'hui, il est très marqué par un recadrage des enjeux écologiques, c'est-à-dire des éléments de discours, des expressions clés, des clichés qui profondément recadrent la manière de penser l'écologie sur un mode très dénigrant, très dépréciatif, avec des clichés qui, finalement, nous empêchent de faire face à cet enjeu et détourne toute une partie de la population de la compréhension de ce que sont ces enjeux, en créant du dénigrement, des effets de stéréotypes, des canalisations de discours qui sont très restrictives selon nos analyses. Et donc on a toute une gamme comme ça de phrases clés qu'on essaye de déplier soigneusement pour comprendre en fait tout ce qui se cache derrière. Donc, je vous les cite parce qu'elles sont assez frappantes, mais les écolos sont catastrophistes. C'est quelque chose qui a été dit depuis très longtemps et qui devient quand même singulièrement étonnant à penser quand on voit l'aggravation assez terrible des dégâts écologiques et des trajectoires sur lesquelles on est. On n'arrête pas le progrès. Bon, ça, c'est François Jarige. Ça fait partie de ce qu'il a souvent traité, mais là, il adapte pour le bouquin. L'écologie, c'est contre l'emploi et contre le social. Ça, c'est vraiment aussi, aujourd'hui, certainement un des nœuds gordiens, en fait, de ce qu'il faut penser dans l'articulation entre les enjeux écologiques, les classes populaires, etc. Et il y a en propre Sarah Maria Amou qui fait un texte sur l'écologie, c'est pour les bobos. Donc elle déconstruit ce stéréotype tout en montrant pourquoi peut-être parfois il y a aussi des choses qui ont pu justifier ce stéréotype, mais ensuite c'est instrumentalisé dans le débat public comme quelque chose vraiment pour fermer certaines alliances et pour écarter certaines populations de ces enjeux-là. La question du NIMBY, du zadisme, de l'écoterrorisme, tous ces qualificatifs très dépréciatifs qui ont été posés. Le retour à la bougie, les écolos responsables de la perte des savoirs et de la perte de l'ambition énergétique autour du nucléaire. Bon, c'est très intéressant à déconstruire. Et d'ailleurs, l'auteur de ce chapitre vient lors de notre séminaire du 12 septembre. Ce sera Salo 7. Vous trouvez les infos novembre sur notre site. Donc, si ça vous intéresse d'écouter cet auteur-là sur ce sujet très touchy, de même qu'F. Fouilleux, notre spécialiste, qui abordera la question du bio. Dans ces stéréotypes, il y a aussi cette idée que le bio ne peut pas nourrir le monde et ne peut pas même suffire à la production de l'agriculture française. Donc,
C'est des choses qu'on interroge. Et puis, last but not least, notre chapitre à Guillaume et à moi sur l'écologie, c'est forcément punitif. L'écologie, c'est punitif. Et là, on a pris tout un soin particulier à décoder ce stéréotype-là. Bon, je m'aperçois qu'en fait, je suis déjà trop longue, non ? C'est ça un peu. Bon, voilà. Troisième grande partie. Les acteurs et les stratégies, parce que le backlash, c'est pas c'est pas seulement des matrices historiques profondes en fait, avec des enjeux en arrière-plan géopolitiques, économiques, technologiques, etc. de fond qu'on analyse en première partie. C'est pas juste ces éléments de langage et de discours qui ferment, qui verrouillent notre compréhension des enjeux et qui dénigrent ceux qui ont l'étiquette écolo, évidemment étiquette qu'il faut interroger, parce que c'est un fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose. La troisième partie, c'est des stratégies bien concrètes. Et là, on fait un tour d'horizon assez varié. Ça va depuis des milieux patronaux et entrepreneuriaux, bien sûr, des intérêts économiques, l'agro-industrie qui, en France en particulier, joue hélas un rôle important à la matière. Ça pose la question des politiques publiques. Est-ce que le backlash ne vient pas aussi du fait que les politiques publiques déployées par rapport aux enjeux environnementaux, qui incontestablement sont réels, sont allés crescendo ces dernières années, englobés sous l'idée de politique de l'environnement, politique du développement durable, politique de la transition. Mais il y a, comme l'analysent les spécialistes qui ont travaillé là-dessus dans le chapitre, il y a en fait un défaut de portage qui fait que ce sont souvent des politiques qui font l'objet de variables d'ajustement face à d'autres enjeux, que ce soit ceux de Bercy, des enjeux budgétaires, des enjeux industriels, des enjeux de réindustrialisation, d'armement, de puissance nationale, comme on voit aujourd'hui, ou d'autres enjeux. Voilà. Il y a un chapitre très intéressant sur le droit de l'environnement. Il y a eu des journées d'études à Sciences Po et les collègues de Sciences Po qui avaient aussi travaillé là-dessus, mais pour montrer que le droit de l'environnement, en fait, il est affaibli de l'intérieur aujourd'hui de plein de manières qui passent souvent inaperçues aux yeux des citoyens. C'est pas juste les quelques lois régressives qui passent à l'Assemblée, c'est vraiment un travail de sape de l'intérieur pour l'affaiblir. Bon, c'est important. Il y a un article que Steve a co-signé sur les médias. Évidemment, dans ce Green Backlash, les acteurs médiatiques, et on sait qu'aujourd'hui, notre système médiatique en France, il est extrêmement tenu par une forme d'oligarchie et de grands industriels qui en font des armes idéologiques tirées de plus en plus vers l'extrême droite. Ça joue aussi. Voilà. Donc, il y a ça qui est abordé. Il y a la question des scientifiques. Avec un double regard dans l'ouvrage, je pense. Il y a un chapitre qui montre que certaines personnes au sein des milieux scientifiques ont pu, avec une vision très scientiste de la science, finalement dénigrer l'écologie ou pendant longtemps ne pas prendre la mesure de l'enjeu écologique. Et au contraire, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, ce sont les scientifiques, et en particulier les scientifiques de l'environnement, qui sont attaqués, qui sont visés, les scientifiques des sciences de la durabilité, des sciences sociales aussi, qui aident à comprendre les enjeux écologiques, qui sont attaqués. Et on a en particulier le témoignage dans le bouquin de deux climatologues majeurs, impliqués au premier rang dans le GIEC, qui sont Christophe Cassou et Valérie Masson-Delmotte, qui témoignent de la situation très compliquée que vivent les scientifiques, ces scientifiques-là, qui portent l'alerte écologique sur le climat et la compréhension de pourquoi on reste dans ces trajectoires insoutenables, du détricotage qui est à l'œuvre en interne, même au sein du GIEC, et puis évidemment aux États-Unis comme un cas paradigmatique. Et Christophe témoigne aussi de ce que ça peut être personnellement quand on est attaqué aujourd'hui en tant que climatologue qui prend la parole dans la sphère publique. Voilà, je crois que j'en ai fini de cette première présentation, donc maintenant on va laisser la parole à Steve. Merci beaucoup Laure. Oui, donc la suite pour nos deux interventions successives avec Jean-Michel, ça va être de proposer deux traversées complémentaires de l'ouvrage. Donc une de mon côté, en prenant ma casquette, disons, d'historien, c'est d'essayer de comprendre donc le paradoxe du livre, je le répète et Jean-Michel le répétera encore, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi, alors que le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont en train de se radicaliser, que leurs effets deviennent sensibles et menacent notre devenir à assez court terme désormais,
pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, un green backlash, enfin une riposte anti-écologique est en train de se mettre en place. Donc de mon côté, ce que je vais essayer de proposer, c'est ce que l'ouvrage retrace en filigrane, c'est une multitude de dynamiques enchevêtrées. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est que ce backlash et d'où il vient ? Puisque c'est une coalescence d'une multiplicité de mouvements, coalescence contingente. Enfin, il n'y a pas de grands dessins, de grands plans préétablis derrière ce green backlash. Mais le fait est qu'aujourd'hui, avec la radicalisation du changement climatique et des problèmes écologiques, eh bien, ce green backlash est en train de se manifester et qu'on est dans cette époque du green backlash, il nous semble en tout cas. Qu'on est sorti du seul temps du greenwashing qui nous avait dominé depuis un petit moment. Donc l'enchevêtrement de ces temporalités, on peut les prendre d'abord sur le temps court, très visible pour tout le monde. Laure a déjà évoqué les régressions législatives de ces derniers mois. J'y reviendrai pas, on les a plus ou moins en tête, sur le zéro artificialisation nette, sur l'absence, sur le décalage s'inédié de la stratégie française de transition énergétique. Depuis le début de l'année, la loi du plomb, évidemment, on a ces éléments en tête. En sortant de la France, et c'est aussi ça qui assez vite est apparu pour nous, c'est qu'il se passait des choses en France, mais que c'était un mouvement plus global, déjà européen. Et pour l'Europe, on a peut-être quelque chose qui apparaît comme un moment de tournant autour du Covid et qui a entouré le Covid, qui est passé relativement inaperçu en France. C'est ce qui a été appelé la crise de l'azote aux Pays-Bas et qui a donné naissance à une grande mobilisation agricole aux Pays-Bas, qui a fait ensuite des petits dans toute l'Europe. Et qui a, donc, en le disant très vite, et je vous invite à aller lire des articles là-dessus si vous n'avez pas entendu parler de cette crise de l'azote, mais les Pays-Bas ont été condamnés pour non-respect des normes européennes en matière d'émissions d'azote. Et il y avait un responsable, tout désigné à ces émissions excessives d'azote, c'était l'agriculture. L'agriculture particulièrement intensive des Pays-Bas, qui fait qu'en valeur, les Pays-Bas, c'est la deuxième agriculture du monde. Une agriculture qui est en fait sur une toute petite superficie agricole, c'est une agriculture extrêmement intensive et extrêmement émettrice d'azote, pas seulement d'azote, mais en l'occurrence d'azote, et c'est ça qui a fait que les Pays-Bas ont été condamnés par la justice à rentrer en accord avec les normes européennes. Pour respecter ces normes, le gouvernement des Pays-Bas, qui était relativement peu sensible à l'écologie, disons, a été contraint de mettre en œuvre, de programmer un grand plan de transformation de son agriculture, de faire transiter cette agriculture intensive vers des pratiques plus agroécologiques. Et ça passait en particulier par le rachat des fermes, puisqu'il y avait une impasse liée à l'endettement de ces grandes fermes, qui étaient sur des plans d'investissement liés à leur un agrandissement et une augmentation de leur production. Tout ça devenait impossible en raison des émissions d'azote. Donc la solution pour le gouvernement des Pays-Bas, c'était de racheter les exploitations et de les reconvertir, de les vendre à d'autres agriculteurs et les reconvertir vers des pratiques agroécologiques. Bon, ça, en fait, en France, ça a été assez peu évoqué, mais pour, je pense, les observateurs attentifs, et y compris dans les organisations agricoles chez nous, la grande mobilisation agricole qui a visé à empêcher ce plan de transformation de l'agriculture aux Pays-Bas a été un succès. C'est traduit électoralement par les élections de partis agrariens, l'élection d'un parti agrarien, et a conduit au recul du gouvernement sur cette chose-là. Et peut-être que là, le message qui a été envoyé, c'est que l'ampleur de la transition écologique rendait cette transition écologique politiquement quasiment intenable pour les gouvernements élus, qui ont sans doute à ce moment-là vu la grande menace qu'il y avait à mener un plan de transformation ambitieux, et qui a donné aussi pour les organisations agricoles un plan de bataille, et qui s'est traduit depuis 2019 en fait par des mobilisations agricoles à répétition, qui d'arguments sociaux très souvent sur les conditions extrêmement difficiles d'une partie de l'agriculture, pour la France en particulier, a transité vers une critique, a été traduit en critique extrêmement forte contre les normes écologiques, qui n'étaient pas les revendications de départ, mais qui ont, il y a eu une retraduction, une requalification de ces mouvements agricoles vers la lutte contre l'écologie. Et là, on voit la puissance, pour un pays comme la France, mais ça se retrouve dans toute l'Europe, de ce moment agricole. L'autre contexte englobant, c'est le renforcement des extrêmes droites en Europe, des droites et des extrêmes droites, plutôt hostiles à l'écologie dans leur programme, mais qui répond à un basculement mondial vers des régimes autoritaires, nationalistes et pour certains clairement impérialistes.
Donc, la question, hein, c'est plus seulement qu'est-ce qui explique le green backlash, mais qu'est-ce qui explique un contexte plus global de tournant autoritaire, tournant mondial vers l'autoritarisme. Donc là, on va retrouver des grandes dynamiques. Je vais être obligé de dire les choses de manière un petit peu schématique, mais on pourra évidemment y revenir ensuite. D'abord, ce tournant anti-écologique et tournant autoritaire, il s'explique par les failles intrinsèques de l'écologie de gouvernement, le greenwashing, le développement durable, qui ont échoué dans les grandes lignes à empêcher la catastrophe écologique et qui a servi de terreau fertile aux extrêmes droites et aux droites en raison des hypocrisies de cette écologie de gouvernement telle qu'elle s'est majoritairement exprimée. Par exemple avec les zones à faible émission, voilà, mais il y aurait d'autres choses. Autre chose, c'est que ce green backlash est aussi le produit de la renonciation à agir, tout simplement parce que l'immensité des transformations, et donc là c'est directement le cas des Pays-Bas, l'immensité des transformations à opérer fait que c'est trop difficile à assumer politiquement pour les gouvernements en place et dans le jeu démocratique actuel. Et là, donc, l'article de Jean-Baptiste Fressos, par exemple, documente, et parmi d'autres, les occasions manquées depuis les années 1970 et comment, derrière, par exemple, le vocable de l'adaptation, promettre que grâce à la croissance, on saurait s'adapter au changement climatique, eh bien, une série d'occasions manquées qui ont conduit plutôt à reléguer la question écologique jusqu'à nous retrouver non plus au pied du mur désormais, mais en plein dans le mur. Pendant cette période de renonciation, eh bien, la croissance des pollutions, l'emprise matérielle, la dépendance agricole et la dépendance de nos modes de vie aux énergies fossiles et le changement climatique ont démarré et se sont amplifiés. Donc depuis ces années 1970. Par ailleurs, ce qui apparaît aussi, c'est qu'on vit un moment, on est en train de comprendre, de saisir en Europe le déplacement global des équilibres économiques mondiaux, que certains avaient vu depuis un moment, mais qu'en gros, les pôles les plus dynamiques du capitalisme international désormais, alors que l'Europe, que le Japon, que les États-Unis plus ou moins, mais sont des économies relativement stagnante, en faible croissance, disons. Les pôles principaux aujourd'hui du capitalisme se trouvent du côté de l'Asie, du côté des États pétroliers, du côté globalement d'États fondamentalement autoritaires. On pourrait faire une exception avec la Corée, par exemple, la Corée du Sud, mais dont le démarrage se fait sous une dictature militaire. Donc ça, ce sont des tournants en fait qui commencent à s'opérer depuis les années 1970. On est vraiment en fait dans une transformation profonde du capitalisme depuis les années 1970, mais qui se traduisent aujourd'hui par sans doute un regard différent sur l'autoritarisme et sur la coalescence qu'on pensait quasiment naturelle entre capitalisme et démocratie. Ce qui est en train de se produire, c'est plutôt que et avec un moment de tournant sans doute avec l'effondrement du bloc soviétique où le bloc capitaliste, on va dire, pour aller vite, pouvait afficher la démocratie comme valeur opposée au régime totalitaire de soviétique, eh bien, sans ce contre-modèle, finalement, une tentation autoritaire peut se faire sentir chez un certain nombre de penseurs, d'industriels, de ce libéralisme et de la nouvelle économie internationale. Autre chose évidemment très importante, c'est que dans ces États asiatiques, dans les États du Golfe, c'est là aujourd'hui que les grands projets de BTP, que les grands projets industriels sont menés, tandis que chez nous, face aux contestations écologiques, ces projets, ils perdurent, c'est des moteurs de nos croissances, mais ils sont de plus en plus difficiles à mener, ils s'opposent à de plus en plus d'obstacles, et on voit bien comment les grands groupes de BTP, comment les grands groupes industriels à base occidentale, dont les capitaux originaux viennent d'Europe et viennent des États-Unis, recentrent une partie de leur activité dans ces États autoritaires. Donc, nouvelle géographie du capitalisme qui se combine aussi avec la numérisation du monde, autre phénomène profond désormais, qui remonte là aussi aux années 1960-1970, mais avec une accélération depuis l'époque Internet. Numérisation qui porte à plusieurs titres l'autoritarisme, d'abord parce que cette numérisation nécessite des ressources,
donc nécessite un accroissement de l'extractivisme. Je ne vais pas dire une reprise de l'extractivisme, il n'a jamais cessé, mais là on est bien dans un nouvel accroissement matériel considérable de nos économies poussé par la numérisation. Et l'extractivisme se combine généralement très bien avec l'autoritarisme, tandis que l'Europe, par exemple, pensant à cette mondialisation heureuse, a tout simplement laissé partir les mines ailleurs dans le monde et s'est voilé la face sur la matérialité de cette économie numérique, de cette économie de la connaissance que voulait dominer l'Europe depuis les années 1990. Autre chose sur cette numérisation, c'est le poids des réseaux sociaux, terreau extrêmement favorable à l'extrême droite, mais je ne développerai pas plus que ça. Par ailleurs, pour de l'utopie libertaire des origines d'Internet, le fait est que Internet a plutôt offert de nouveaux marchés qu'une société libre et démocratique qui était imaginée dans les années 1990. Et ces nouveaux marchés sont combinés, là encore, à de l'autoritarisme et à la montée d'acteurs gigantesques qui sont devenus des acteurs politiques. On l'imaginait assez vite et de fait, aujourd'hui, dans l'actualité récente des États-Unis, on voit très bien comment ces grands acteurs de la tech et des GAFAM sont devenus des acteurs politiques de premier plan qui essayent de faire passer leur idéologie fondamentalement autoritaire, eugéniste et accélérationniste. Donc, dans un chapitre de Geneviève Azam, elle décrypte très bien cette coalition entre le néolibéralisme et finalement ces tendances autoritaires et accélérationnistes qui, en fait, considère qu'il y a effectivement une catastrophe écologique en cours, mais qui voit finalement un chemin dans la destinée humaine qui est de continuer cette croissance et éventuellement même de pouvoir se défaire du carcan terrestre dans les utopies les plus poussées, mais qui en tout cas aujourd'hui assume clairement une dimension impérialiste et l'idée que dans le contexte de catastrophe actuelle, il n'y en aura pas pour tout le monde, que la Terre est effectivement un milieu limité et que ce qu'il faut faire, c'est essayer dans cette nouvelle lutte pour la survie, essayer de tirer les marrons du feu. Donc on voit bien cette reprise de l'impérialisme et on voit bien comment la Chine a anticipé très tôt cette numérisation du monde et la transformation du monde qui allait se passer dans les années suivantes et comment les États-Unis essayent aujourd'hui de reprendre une place prépondérante dans cet impérialisme, et je ne parle pas de la Russie. Voilà, alors je vais m'arrêter là puisque je pense que j'ai été assez bavard, peut-être pour dire quand même sur une note un peu plus positive, mais sans vouloir être naïf, c'est que on pourrait aussi analyser. Il y a eu des bouquins récents sur ça, que finalement il y aurait si l'écologie a échoué, c'est parce que en fait, c'est de la faute des écologistes si l'écologie a échoué. Il nous semble que c'est pas tout à fait ça l'histoire qui se joue, qu'il y a des phénomènes globaux beaucoup plus importants, mais que le backlash actuel, on peut le comprendre dans tout l'Occident aussi comme le résultat de la multiplication des luttes écologiques qui font qu'une partie de l'économie, effectivement, une partie de notre économie très gourmande en matériaux et gourmande en espace naturel, bute sur ces mobilisations qui gagnent régulièrement. Notre-Dame-des-Landes est un des exemples les plus emblématiques, mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a une centaine de grandes victoires de l'écologie depuis une dizaine d'années sur le terrain en France, et que ce backlash, il est aussi à comprendre comme en fait une guerre qui est en train de se passer entre deux mondes, deux antagonismes. Un monde qu'on considère comme plus réaliste devant l'ampleur des enjeux écologiques et matériels qui sont les nôtres aujourd'hui, et un autre qui essaye de poursuivre les tendances du business as usual. Et je laisse la parole à Jean-Michel. Merci Steve, c'était super riche. Donc moi je vais tenter de resimplifier, d'essayer d'avoir un petit message assez simple de ce qu'on a dans le livre. Donc comme tu disais, le point de départ du livre, je rappelle, c'est vraiment ce paradoxe. On a les ravages écologiques qui sont partout dans les nouvelles, on n'arrête pas d'avoir des catastrophes écologiques. Et puis même, c'est pas uniquement le constat de ce problème climatique et écologique, mais dans les années 2015-2020, suite à l'accord de Paris, cette réalité du problème écologique semblait unanimement reconnue, autant par les populations que par les gouvernements.
voire même par les entreprises, et donc il y avait clairement une volonté affichée à agir. On écrit dans notre introduction, il y a peu de temps encore, on pensait naïvement qu'un changement de paradigme s'était opéré, faisant de l'écologie une référence partagée, même si souvent travestie. Et pourtant, voilà, depuis quelques années, la première chose, c'est qu'on observe un renoncement politique majeur à agir. En France, c'est très clair depuis le gouvernement Attal en 2024, où il y a au niveau de la politique écologique. Au niveau européen, c'est aussi depuis 2024 et les élections un Parlement beaucoup plus à droite et donc un détricotage du pacte vert. Et puis, pour prendre un troisième exemple, aux États-Unis, évidemment, avec Trump 2, il y a vraiment une conjonction. Donc le premier sens du terme green backlash, c'est vraiment descriptif, on pourrait dire un rétropédalage, un retour en arrière des politiques écologiques des gouvernements à un moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Donc la façon de lire notre ouvrage, la première partie que Laure a décrit de notre ouvrage, on peut dire que ça détaille ces régressions dans l'histoire récente et dans le monde dans sa complexité. Dans le même temps, on observe des discours violemment anti-écologiques que Laure a décrit. Et ça, c'est un peu pour moi le deuxième sens de green backlash, c'est-à-dire le dénigrement de l'écologie, un green bashing, pour réutiliser un autre terme qui est souvent utilisé et décliner nos anglicismes. Et ça, c'est ce qu'on détaille dans la deuxième partie de l'ouvrage. Donc, écoterrorisme, écologie punitive, écologie bourgeoise, voilà ce que Laure vous a détaillé les chapitres. Et ce green bashing est instrumentalisé dans des discours populistes portés par la droite et l'extrême droite et nourri. Voilà, donc Steve vous l'a présenté comme un mouvement contingent. On peut voir aussi qu'il y a une interaction. Ça nourrit un mouvement antidémocratique, voire fascisant. Donc le green bashing vient renforcer le rétropédalage politique en matière d'écologie. Et les reculs démocratiques rendent de moins en moins possible et probable la moindre tentative de résolution des problèmes écologiques. Plus ceci s'aggrave, plus il devient compliqué à résoudre, renforçant le défaitisme ou le déni et les reculs démocratiques. On a donc l'impression d'assister à un véritable point de bascule socio-physique, façon de le dire, où les dynamiques naturelles et sociopolitiques se renforcent mutuellement dans une spirale infernale de ravages écologiques et de crépuscule des démocraties, une dynamique de fuite en avant suicidaire pour l'humanité, ou du moins pour la civilisation. On ne saurait sous-estimer le moment tragique dans lequel on vit actuellement. Donc là, on est vraiment face à ça et actuellement. Donc ça, c'est le constat. Alors bien sûr, on a cherché à comprendre les dynamiques. Pourquoi, je dirais, ce syndrome des lemmings qui court sur la falaise, c'est un mythe, d'accord. Pour ce film, on a vraiment l'impression d'observer ça, cette fuite en avant. Donc, Steve l'a rappelé. Alors moi, je vais à gros traits, je caricature. Voilà, donc il y a, pour garder un petit message simpliste, il y a les sources au renoncement écologique, premier sens de rétropédalage, sont anciennes, au moins depuis le premier chèque pétrolier de 1973, qui faisait suite, et ça s'est rappelé, à un moment de consensus large sur les préoccupations écologiques. Laure l'a rappelé, il y a déjà eu ce green backlash depuis les années 70, qui a été très bien analysé dans les années 90. Donc en fait, on peut se demander s'il n'y a jamais eu de volonté politique à s'attaquer aux causes des ravages écologiques, car évidemment, celles-ci sont au cœur du système socio-économique occidental, devenu hégémonique, basé sur la croissance économique, la compétition entre les États, l'exploitation des ressources naturelles, des humains également, surtout dans les pays du Sud, en gros, les différentes déclinaisons capitalistes, impérialistes, colonialistes, tous les mots en "iste" que vous voulez, qui capturent un peu ce phénomène. Mais la critique écologique qui était déjà présente dans les années 70, qui a continué, de ce système destructeur, aurait été plus ou moins contenue jusqu'à récemment. Et c'est là que, en gros, par un système généralisé de greenwashing qu'évoquait Laure, vraiment qui tentait de faire croire que les logiques économiques prédatrices et l'écologie étaient compatibles. Ce sont les beaux jours du développement durable, de la croissance verte jusqu'à la transition écologique. Alors la nouveauté, c'est que désormais, les ravages écologiques sont devenus trop visibles, et surtout les grands engagements et belles paroles, autant sur le climat
que sur la biodiversité n'ont pas été tenues. 10 ans après l'accord de Paris, il faut le rappeler, qui visait une diminution drastique des émissions annuelles des gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre, 10 ans après, continuent à augmenter. Donc l'échec du modèle socio-économique devient patent et les discours écologiques radicaux deviennent de plus en plus audibles. On parle enfin publiquement de décroissance, même si ça reste trop marginal. On peut même l'enseigner à l'université. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Donc ces constats et leur interprétation qui commence à devenir un peu plus importante, l'interprétation logique de ces constats, menacent désormais ouvertement des intérêts, des privilèges, des pouvoirs bien établis. Jérôme Bachel écrivait en 2016, historien, dans Adieu au capitalisme, une phrase qui résume très bien la situation, que les dominants aient intérêt à maintenir, voire à amplifier les conditions qui leur garantissent le maintien de leur position relève de l'évidence, et on ne peut pas douter qu'ils soient prêts à mener une guerre totale et qu'ils s'y préparent contre ceux qui prétendraient mettre en cause leurs privilèges. En 2025, ils ne s'y préparent plus, la guerre est devenue ouverte, c'est l'époque c'est le green bashing. Et c'est une preuve paradoxale, en fait, du succès des analyses écologiques radicales. Bruno Latour lui-même parlait de guerre, il disait même qu'on l'avait perdue. Rien n'est jamais perdu, mais on ne peut que constater de nombreuses défaites. Alors, qui sont ces dominants que cite Bachet, la troisième partie de notre ouvrage, justement, elle s'attache à analyser les acteurs et les stratégies que Laura décrit, d'essayer de se voir un peu qui c'est dans les milieux d'affaires, les pouvoirs publics, les médias, l'agro-industrie, et jusque dans le droit et le milieu scientifique. Donc, le green backlash, en première approximation, serait la mise à nu d'intérêts contradictoires entre une minorité qui a intérêt à court terme à continuer la fuite en avant, au prix d'une sécession, d'un séparatisme, pour citer de nouveau Latour, de la majorité de l'humanité, et cette majorité de l'humanité qui a tout à perdre des ravages écologiques, mais qui a aussi à perdre, en tout cas à craindre de perdre, d'un changement de régime socio-économique, et qui peut se laisser berner par des discours fascisants. Donc le green backlash, c'est vraiment la continuité du greenwashing. Les mêmes dynamiques sont à l'œuvre, mais la peinture verte s'écaille, disparaît et met à nu, révèle la violence de ce qui se joue actuellement. Le projet du livre, dans ce contexte, c'est donc évidemment de comprendre les multiples dimensions de ce phénomène, de façon, vous l'avez vu avec Steve, beaucoup plus fine et complexe que ce que j'ai vraiment caricaturé à grands traits, mais de donner des outils, des armes intellectuelles de combat contre des ennemis, contre des personnes qui ne partagent pas le minimum d'ambition humaniste de s'intéresser au bien-être de l'ensemble de l'humanité. Et donc d'identifier parmi nous, là je vais un peu au-delà de ce qui est dans le livre, mais pour moi c'est un peu ça, les ennemis et les alliés, voire à des degrés divers celles et ceux qui sont l'un et l'autre. On est en train de perdre la guerre, pour filer cette métaphore approximative, mais on est pourtant une très large majorité d'alliés potentiels. Et on a la rationalité de notre côté. Je dirais qu'il s'agit de radicaliser nos alliés, de ne pas renoncer à se battre. En ce sens, notre ouvrage est une preuve d'espoir, ou d'engagement, comme vous voulez. Mais il s'agit aussi de reconnaître et de soutenir nos alliés nombreux. Donc je pense évidemment, par exemple, au soulèvement de la Terre, au mouvement de désobéissance civile, aussi aux 2 millions de signatures contre la loi du plomb, aussi aux révoltes de la génération Z à Madagascar en ce moment, par exemple. Et malgré le green bashing ambiant, il est bon de rappeler qu'en France, au moins la majorité de la population reconnaît l'urgence climatique et souhaiterait que des mesures à la hauteur soient prises. Je voudrais bien rappeler que cette première approximation ne doit pas être prise comme une théorie du complot. Donc c'est juste une grille de lecture pour l'approcher. Mais il s'agit plutôt de positionner des acteurs et nous-mêmes dans cette logique conflictuelle. Et comprendre à quel point on se trouve dans une situation tragique, vraiment au sens de la tragédie grecque, à la fois sachant et ignorant, victime et responsable. Dans notre introduction, on écrit « Les complicités sont étendues, nous en sommes sans doute toujours partie prenante à un titre ou à un autre. Notre conditionnement sociologique, complicité étendue parce qu'évidemment on est dans un système socio-technique, etc. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Notre conditionnement sociologique ne doit pas se transformer en meilleure excuse, fataliste ou cynique,
pour ne rien changer, rejeter sur d'autres ce à quoi nous participons dans l'organisation de nos vies, nos choix professionnels, nos engagements et désengagements et nos renonciations. Merci. Vous avez peut-être pas perçu le tour de force, mais nous on est contents parce qu'on n'avait pas trop préparé et en fait on rentre dans les temps et finalement c'est pas trop répété. Enfin vous nous le direz, mais bon. Surtout c'est la première fois de notre vie qu'on tient les temps. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon bref, excusez ce petit mouvement d'humeur, un peu autosatisfaction, mais bon. Et voilà. Alors maintenant on attend vos questions et vos remarques. On est tout oui, tout oui. Bon, bonjour. Merci pour cette présentation. Alors j'ai pas lu le bouquin, donc il y a peut-être des éléments là-dedans. Mais pour moi, donc, j'écoutais hier Julien Talpin qui était là tout à l'heure en début d'après-midi, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ce qu'il dit vis-à-vis de la démobilisation généralisée et en particulier dans les quartiers populaires et des formes de green backlash qu'on est en train d'observer. Et il disait hier, à juste titre, quand on a une situation d'urgence en France, globalement, on organise un débat. Donc c'est très intellectualisé, c'est super, mais c'est hyper chiant. Et on apporte très très peu d'espoir et d'actions concrètes, d'actions directes, pour le dire autrement. Et je me demandais si vous aviez des pistes de réflexion là-dessus, sur les formes de mobilisation qui transforment, qui transportent, et puis qui nous permettent d'avoir de l'espoir très concret sur des luttes, des victoires concrètes. Et vous avez mentionné un certain nombre de victoires dans le cas français, mais il y en a dans pas mal d'endroits sur des formes de lutte qui permettent, dans la joie, de lutter contre ces formes d'autoritarisme écologique qu'on observe, enfin anti-écologique qu'on observe absolument partout. Alors, est-ce qu'on organise un débat ? Là, à Ombre Blanche, c'est des débats, et quand on sort un bouquin, c'est intellectuel. Mais en vérité, des mobilisations écologiques, il y en a plein. Et tu fais référence aux luttes, c'est une forme, et comme l'a dit Steve, en fait, des luttes, il y en a pas mal. Dans le bouquin, il y a Léa Sébastien qui intervient sur un chapitre et donc elle, c'est son terrain de recherche. Elle a fait toute une recension en fait depuis plusieurs décennies et qui montre que les mobilisations de terrain autour d'enjeux écologiques vont crescendo en fait, sur des territoires autour d'enjeux différents. Donc c'est une évidence. En même temps, moi j'aime bien rappeler aussi que il faut pas voir ces enjeux-là et les mobilisations sur ces enjeux-là juste à travers ce prisme de lutte avec des militants, des activistes sur le terrain qui s'accrochent à des arbres ou qui défendent qui essayent de monter des ZAD. C'est extrêmement important, c'est inspirant, ça a obtenu des résultats et espérons-le, ça se continuera. Mais il y a plein d'autres manières aussi. Je veux dire, les mobilisations pour l'écologie, ça passe par des naturalistes sur le terrain, ça passe par des paysans qui essayent de faire vivre une autre agriculture que l'agriculture productiviste, ça passe par des fonctionnaires d'État qui, dans leur domaine, essayent de saisir tout ce qu'ils peuvent pour pousser la question de l'environnement ou pour prendre les mesures réglementaires, le cadre réglementaire au sérieux et essayer, au lieu de l'affaiblir par leurs pratiques, de tenter de le porter haut. Ça passe par des pédagogues et des enseignants qui font vivre ces enjeux, même s'ils n'étaient pas dans les programmes scolaires, et ainsi de suite. Ça part par des secteurs d'activité, des professionnels qui essayent de repenser leurs pratiques. Tout type de secteur d'activité qui prennent au sérieux l'écologisation, même si c'est pas porté par l'État. Donc moi je suis attentive à ça parce que souvent on donne l'impression par nos discours ou par les questionnements que d'un côté il y a les activistes, les luttes, et de l'autre il y a les ennemis de l'écologie. En fait c'est beaucoup plus complexe, et je pense qu'un des messages de la Técopole, c'est de dire que si on peut espérer en une écologisation, il faut qu'elle passe par tous les secteurs d'activité, toutes nos fonctions sociales et nos rôles sociaux. Je veux dire, des parents d'élèves, par exemple, qui se mobilisent pour que leur cantine passe à autre chose que la bouffe industrielle, s'articulent avec des producteurs locaux, etc. C'est un grand combat aussi. Des juristes qui se mobilisent, là, il y a une grosse victoire face à Total portée par des associations qui mènent des combats en partie institutionnels, réglementaires, appuyés par des juristes. Donc, c'est pas contradictoire avec ta question, mais c'est pour sortir un peu des fois de ce truc très binaire, lutte, activiste, et puis après les ennemis, voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à tout, peut-être. Okay. Bon. Peut-être ajouter juste un point, vraiment le point entre, c'est pas juste des luttes écologiques, c'est des luttes pour la démocratie. Alors, les deux, là, dans le Green Backlash, sont vraiment complètement intrinsèquement liés. Et ça, je pense que c'est important, et le but de l'ouvrage, c'est de le faire savoir.
pour justement par rapport aux alliés, peut-être que certaines personnes vont être beaucoup plus sensibles à la disparition de notre démocratie. Donc ça, je pense que c'est un point important d'action. Ouais. J'aimerais savoir quel lien vous faites entre le grand social backlash qui est en train d'arriver en ce moment, qui est assez grave dans le cadre du plan de loi finances 2026 et puis 2025, c'était déjà le cas. Donc l'année dernière, on disait, oh là là, il va y avoir 186 000 emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui comprend aussi des organisations dans l'écologie. Hein. Là, on en est à 400 000 sur le plan de loi finances 2026. Donc, quel lien vous feriez entre ces deux sujets ? Voilà, ça c'est pour moi important. Et peut-être aussi, nous on articule, c'est le mouvement pour l'économie solidaire. On articule beaucoup nos travaux sur la question des droits sociaux, des droits humains. Et je voulais voir aussi en quoi la notion de droit dans l'écologie est importante et comment on peut la travailler. Je donne une réponse simpliste et puis tu complexifies après. On n'a pas étudié ça dans le livre, mais la grille de lecture d'une élite qui fait sécession, séparation, elle est là. Et on a mentionné très rapidement... la lecture, Trump et Musk nous ont beaucoup aidé à simplifier la lecture du monde actuellement. Et ce sont les mêmes qui sont contre l'écologie, évidemment, contre les conditions d'existence et contre le travail. Et l'intelligence artificielle générative, avec la suppression des emplois, qu'une partie de la population devient superflue, évidemment que ça joue. Enfin voilà, donc cette petite grille de lecture, je trouve qu'elle correspond bien. Et ça étend effectivement les alliances. Je parlais de démocratie, mais effectivement le social, le travail. Puis pareil, toute la continuité qu'on voit sur l'écologie, sur les ravages du néolibéralisme des années 70, mais que le capitalisme s'est transformé en capitalisme financier, autoritaire, etc. depuis le capitalisme survivaliste. Enfin voilà, ces personnes n'en ont rien à faire des travailleurs et des travailleuses, sauf pour les exploiter. Oui, et c'est tout à fait le genre de tendances qui sont absolument désastreuses. En fait, on peut en identifier plusieurs, mais en fait, si la question de la redistribution, de la justice sociale, d'un minimum si la question sociale en fait n'est pas posée, la transition écologique sera si elle se fait, elle sera désastreuse, et il y a toutes les chances que de toute façon elle ne se fasse pas, elle continue à ne pas se faire. Donc voilà, là il y a un front commun évidemment entre la question sociale et ça fait le lien avec ce sur quoi peut travailler Julien Talpin aussi, mais voilà. Non, mais on pourra rajouter racisme et nationalisme aussi, bien sûr. Évidemment, le truc c'est juste le point énorme qui va ensemble. Et il y a des enjeux évidemment ici dans nos sociétés, mais il y a des enjeux mondiaux puisque on vit aussi sur notre héritage colonial et impérialiste. On continue à vivre de ça, et donc ces questions, elles sont à défendre ici, c'est primordial, et elles sont aussi à penser à l'échelle mondiale. Ça fait quand même depuis les années 1970 que cette question-là de justice internationale, elle est posée et qu'elle n'est toujours pas résolue, et qu'on continue à vivre sur notre confort extractiviste post-colonial. Et au racisme, le virilisme aussi, bien sûr. C'est pas étonnant que maintenant même juste les climatologues sont accusés de woke. Voilà, tout ça, il y a un grand mélange. Oui, et simplement pour compléter, mais au-delà de ces grands mots en isme, il y a un choix qui n'est pas fait pour reconstituer un modèle d'économie sociale, et évidemment c'est pas toi Bérénice qu'on va l'apprendre, mais voilà, plus enchâssé à la fois dans les nécessités sociales, les territoires, la soutenabilité, etc., au détriment d'un autre modèle dans lequel on continue à s'enferrer, qui joue une sorte de compétition internationale plus, d'accélérationnisme, c'est-à-dire le fait de penser que, en allant toujours plus loin dans l'artificialisation, dans l'hypercompétitivité, dans la financiarisation, dans toutes ces choses-là, on va s'en sortir. Qu'on sera pas qu'on sera du côté des exploiteurs plutôt que du côté des soumis, mais en vérité on est aussi en train de se marginaliser, et il n'y a pas de choix fait pour dire qu'on peut reconstruire une autre économie depuis nos réalités à la fois de territoire et enchâssées
dans les limites planétaires. Voilà. Tant que ce ne sera pas fait, on sera dans ces questions où effectivement le green backlash est articulé à la perte de la démocratie et à une énorme contre-coup social qui va affecter bien des gens, qui affecte déjà bien des gens. Bonjour, merci beaucoup pour ce manuel et pour le précédent, puis pour de manière générale tout ce qu'organise la Techopole et le fait que ce soit ouvert au grand public, c'est très agréable. J'avais une question par rapport au chapitre écrit par Jérôme Santolini et Isabelle Stangers sur le scientisme face aux sciences terrestres. Et je voulais un peu avoir votre avis sur ce chapitre-là, sur cette espèce d'opposition entre sciences hors sol et sciences terrestres. Et on entend aussi parfois, des fois, dans le discours que comme critique des écolos qui font appel à la science comme raison d'œuvrer dans cette direction. Et du coup, voilà, quel était un peu votre différents avis, puis aussi votre posture en tant que scientifique chercheur par rapport à ça. Est-ce que tu peux élaborer sur qu'est-ce que tu en as appris, toi, qu'est-ce que tu en as compris ou entendu dans le chapitre ? Nous, on prend nos lecteurs au sérieux. Qu'il y a une nouvelle forme de scientisme un peu qui réémerge aujourd'hui et qui met de côté certaines formes de sciences comme les sciences humaines et sociales ou les sciences dites de la complexité qui prennent en compte un peu la complexité du monde réel et des enjeux de manière générale pour apporter des solutions un peu simplistes, etc. Et du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? En tout cas, ce chapitre, quand on l'a commandé à Isabelle et à Jérôme, donc Jérôme Santolini, Isabelle Stangers, et quand on l'a vu leur texte, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Enfin, nous, on serait pas partis dans cette direction. On avait un peu d'autres trucs en tête. Donc, c'est vraiment, c'est leur chapitre, mais c'est intéressant aussi parce que voilà, ils sont partis dans une approche du sujet qui leur tenait à cœur. Et bon, on a dialogué autour de ça. Du coup, dans la réponse que je te ferai pour parler plus de nous, moi, je me situerai par rapport à la Techopole, où à la Techopole, le scientisme est quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps. En fait, ça a été un de nos chevaux de bataille, le scientisme, le technosolutionnisme, c'est-à-dire une réflexivité de l'intérieur pour dire que le monde scientifique a aussi beaucoup participé à la situation dans laquelle on est, à l'impasse dans laquelle on est, y a contribué, et que donc on plaide pour une réflexivité des sciences, pas une posture de majesté des sciences en venant pour dire nous sommes les sachants, les sciences peuvent faire absolument ce qu'elles veulent parce que c'est la science, etc. Donc la Techopole, on a déjà beaucoup travaillé ça, on continue de le faire. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, on est pris à revers, c'est un vrai backlash sur le fait que oui, les sciences sont attaquées, très durement attaquées, et à la Techopole, on est aussi très attaché à ce qu'amènent les savoirs scientifiques. Non pas comme une science en majesté avec un grand S qui devrait guider le monde en ayant l'impression qu'elle crée du progrès et forcément un progrès, mais effectivement comme un habitus qui est le nôtre à tous et auquel on est très attaché, nous, depuis nos métiers, nos disciplines, etc. C'est-à-dire comment on construit des savoirs, comment ces savoirs on les construit en se relisant, en approfondissant les choses, etc. Et ça, c'est la pratique scientifique, en enquêtant, en ayant des données, en les critiquant, etc. Donc, voilà. Donc, nous, on est sur une ligne de crête à la Techopole de défendre quelque chose des savoirs et du mode de pensée scientifique et en même temps avec une réflexivité critique. Bon. Et à l'heure actuelle, il y a un vrai backlash contre les sciences, donc dont témoignent un certain nombre de chercheurs dans l'ouvrage, etc. Et c'est vrai que c'est pas toutes les sciences qui sont attaquées de la même manière, évidemment. Du coup, là, on peut que rejoindre Jérôme et Isabelle en disant que Trump s'attaque aux sciences de l'environnement, aux sciences de la durabilité, aux sciences humaines et sociales et aux humanités parce que ce sont des savoirs critiques et que ces savoirs critiques, d'une part, les savoirs objectifs des constats écologiques dramatiques, voilà, propose des solutions pour les sciences de la durabilité autres que le modèle capitaliste, impérialiste, tous les trucs en liste tels que Trump le défend, et pour les humanités et les sciences humaines et sociales,
apporte une vision critique, une vision complexe, une vision qui est aussi une arme intellectuelle contre les choses qui essayent de nous enfermer à l'heure actuelle. Donc sur ça, je crois qu'on est très d'accord avec eux, que c'est pas toutes les sciences qui sont attaquées, et il y a dans les milieux scientifiques, oui, depuis très longtemps, un scientisme qui a été un ennemi constant de l'écologie. Souvenons-nous de la déclaration de Heidelberg, petit texte incroyable rédigé à la veille déjà du sommet de la Terre de Rio, pour dire que les sciences n'avaient pas à s'intéresser à ces enjeux irrationnels et un peu impurs de questionnements environnementaux. Aujourd'hui, ça paraît tellement dérisoire, quoi. Et quand on voit la liste des grands noms qui avaient signé, c'était mais à l'heure actuelle encore, on sait bien qu'il y a quelques scientifiques. Mais enfin, je dirais que quand même, ces attitudes de scientisme pur dans les milieux scientifiques régressent un peu. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses maintenant qui se partagent dans les milieux scientifiques parce qu'on est bien au courant de manière pointue de ce qui se passe. Alors bien sûr, on a quelques collègues en sciences, dans certaines disciplines, qui sont très en prise avec des partenariats publics-privés, qui sont fascinés par l'invention, l'innovation, le truc technologique qu'ils veulent déployer. Mais enfin, souvent quand même, je passe la parole. Non, parce que Jean-Michel voulait... Non, mais pour nuancer, il y a de moins en moins de monde, mais il y a au sein des écoles d'ingénieurs, par exemple, des tensions qui sont en train de se renforcer. Voilà, entre la vieille tendance scientiste qui essaye de reprendre la main en ayant un peu trop laissé rentrer l'écologie dans les formations et parmi les enseignants, essayer de reprendre la main. On a des cas, y compris à Toulouse. Je ne sais pas si j'ai besoin... répondu un peu à ta question. Ouais. Très clairement, depuis la Técopole s'interroge cette réflexivité sur la responsabilité des sciences en général et notre monde technologique, la puissance que les sciences ont donnée, la capacité de destruction, elle est énorme, mais aussi tous les outils intellectuels, qu'on pense à l'économie orthodoxe, qui est vraiment une transformation du mode de pensée, de penser les gens en tant qu'individus plutôt qu'en tant que société. C'est une transformation majeure. Donc il n'y a pas que la physique de la bombe nucléaire qui a une responsabilité. Il y a des responsabilités très attendues en chimie. Depuis Jean-Baptiste Fressoz montre très bien ça. Au XVIIIe, XIXe siècle, comment le rôle des chimistes a été très important sur les visions du monde. Donc, mais ça, on le dit aussi en tant que scientifique. Donc la réflexivité, donc c'est quand je disais faut un peu on est dans un moment tragique, donc faut voir un peu qui sont ses alliés et ses ennemis. Nous, c'est le travail qu'on essaye de faire au sein de au sein de la Técopole, au sein de nos communautés. On a un gros travail à faire, avec des ennemis qui sont aussi nos amis dans le personnel. J'étais la semaine dernière à un colloque de neuroscientistes qui se posent des questions. Mais la décroissance au sein de la recherche, de renoncer à la liberté académique totale de chercher surtout, qui est vraiment dans notre ethos, notre curiosité, etc. Non, il y a des choses qu'on accepte, qu'il vaudrait mieux ne pas savoir, surtout quand on voit l'état de maturité de la population humaine. Il y a vraiment que cette idée de sobriété également dans la connaissance, je pense qu'elle est majeure. Et que dans notre milieu, il y a assez peu d'entre nous qui sont arrivés à ce niveau de sagesse, si je puis dire. Une autre question peut-être ? Oui, je vais avouer que je n'ai lu que l'introduction du livre, qui est déjà, à mon avis, majeure, mais il me tarde de lire la suite. Alors, je vais vous poser une question toute basique, puisqu'on parlait de simplifier tout à l'heure, de simplification, voire de simplisme. Pendant un temps, on s'est dit, pour faire appliquer de nouvelles méthodes industrielles, de production agricole, etc., pour qu'elle tende vers l'agroécologie pour l'agriculture, par exemple, il va probablement falloir un dispositif plus ou moins autoritaire pour contraindre les industriels, les agriculteurs, etc., à prendre ce virage qu'on a appelé transition, qu'on appelle maintenant bifurcation.
c'est une petite musique qu'on a entendue pendant assez longtemps. Et donc, en gros, donner la main aux écolos, c'était amener le fascisme, quoi. Enfin, ou l'autoritarisme, au moins dans un premier temps. Est-ce que, finalement, la course en avant qui est à l'œuvre, sa condition de poursuite, n'est pas justement le fascisme, alors que c'est l'inverse pour le passage à une économie ou une vie en société plus soutenable? Oui, la réponse est oui, mais Laure va développer. Tu veux Non, mais parce que on a un chapitre qu'on a rédigé avec Guillaume Carbou sur l'écologie punitive, et ça rejoint un peu votre question. Hein. Donc, cette idée d'écologie punitive, elle est quand même super présente. Et donc Guillaume, qui est en infocom, lui, il a plein de logiciels pour mouliner l'analyse de discours, tout ça. Donc, il est allé regarder de manière vraiment précise. On a réfléchi à partir des constats objectivés comme ça. Donc, il faut rappeler qu'en français, c'est une expression qui a été amenée à partir de 2007 dans le cadre de la campagne électorale par le candidat Nious de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Voilà. Et c'est un mot qui a tout de suite commencé à circuler. Bon, si on regarde comment il a circulé, c'est vrai qu'il a été repris parfois par des personnalités de gauche, comme Ségolène Royal en particulier, notamment dans une posture comme ça de croire à son destin et à son génie personnel. Et en fait, c'est un mot qui a surgi lors de conflits sociaux comme celui des bonnets rouges, mobilisation des agriculteurs, gilets jaunes, mouvement qui a démarré sur la question de la taxe carbone, mais même si après il a posé des enjeux de fond beaucoup plus complexes et plutôt intéressants. Alors, voilà. Cette expression, elle se base sur l'idée, en gros, que l'écologie est moraliste. C'est-à-dire, on vous dit, fais pas ci, fais pas ça, mange pas de la viande, roule à vélo, laisse ta voiture, arrête de prendre l'avion. Enfin, voilà. L'écologie, c'est moraliste, donc c'est répressif par rapport à des codes personnels. L'écologie, c'est antisocial, parce que, et ça rejoint l'idée, c'est pour les bobos, c'est-à-dire que dans ces injonctions ne sont pas assez prises en compte la question des classes populaires, de ceux qui n'ont pas les moyens, de ceux qui habitent loin des villes, etc., etc. Bon, ok. Et à terme, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire l'écologie, ça a une tendance vraiment autoritaire, quoi. Ces gens-là nous promettent, c'est des Khmers verts, déjà, c'est des ayatollahs, ils ont une vision très puriste de la société, ils n'ont pas peur de vouloir imposer leurs normes à tout le monde, même si ça contrevient à l'habitude des gens, et donc au final, ils risquent de nous envoyer un pouvoir autoritaire. Alors nous, on déconstruit vraiment ça, parce que si on regarde ces dernières années, comment a circulé ce terme, par qui il était employé, eh bien on voit que c'est essentiellement par des forces idéologiques et politiques de droite ou d'extrême droite, souvent à des moments précis, c'est-à-dire soit lors de campagnes électorales pour dénigrer des adversaires politiques, soit lors de moments décisionnels sur des enjeux, loi agricole par exemple, des enjeux à l'Assemblée, etc., pour, comme du lobbying en fait, déconsidérer des solutions plutôt écolo au profit d'autres. Donc c'est un vocabulaire qui nous paraît à la fois circuler d'évidence dans le débat social, parce que tout le monde se dit ouais, ben moi j'ai pas forcément envie de prendre le vélo, puis bon ils se rendent pas compte, j'ai besoin de ma bagnole, donc ça paraît un truc de bon sens, et en vérité c'est soigneusement utilisé comme une arme idéologique à des moments bien précis et porté par certains types de canaux particulièrement réactionnaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous, on analyse plus largement qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de punitif. Et en fait, c'est assez curieux parce que l'écologie, elle a jamais vraiment été au pouvoir. C'est-à-dire, au mieux, on a eu des petits ministres écolos, pardon pour ceux qui l'ont été, je veux pas les dénigrer, mais enfin, qui n'avaient pas la main dans des gouvernements où ils étaient très minoritaires. Souvent, on a eu une écologie de gouvernement dont Steve a parlé, Jean-Michel aussi, c'est-à-dire qui en fait se calquait dans les cadres du modèle néolibéral dans lequel on est pour faire un peu d'environnementalisme régulé par des mécanismes de marché, des contrats, des chartes, enfin, qui n'essayaient pas de faire valoir un modèle de vraie bifurcation écologique. Et c'est ça souvent qui pèse sur les gens, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux où on empile tout un tas de dispositifs, de normes qui parfois sont complètement dysfonctionnelles les unes avec les autres pour faire un peu de verre-là, alors que par ailleurs on donne la main à des trucs qui sont notoirement anti-écologiques. Et en fait, c'est ça qui a fini par peser sur les gens en leur donnant l'impression que c'était vraiment super
punitif. Et nous, on termine en disant, il y a quand même un sacré paradoxe, parce que voilà, on entend si facilement cette rhétorique « Ah, mais l'écologie, c'est punitif, il y en a marre, etc. » En vérité, ce que démontre aussi le bouquin, c'est qu'il faudrait que l'écologie soit beaucoup plus punitive envers les forces, les secteurs d'activité, les grandes entreprises, etc., etc., les lobbies qui nous maintiennent dans des trajectoires absolument insoutenables, comme le disait Jean-Michel, au détriment de la vie sur cette planète, tout simplement. De la vie de l'humanité, de la vie de la majorité de l'humanité et du reste du vivant avec nous. Et ce qui deviendra réellement très punitif si on continue à ne rien faire, c'est la situation écologique dans quelques années, qu'on est déjà en train d'amorcer, que par certains aspects, on a déjà déclenché et qui est déjà irréversible. C'est ça qui sera punitif. Là, je me suis complètement emballée, mais c'est normal, c'est mon chapitre. C'est vraiment un très bon chapitre. Hein. Juste rappeler que, enfin voilà, le cœur, c'est il n'y aura pas de solution écologique sans démocratie. Et juste rappeler la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, où il n'y a eu aucune traduction, mais c'est juste l'évidence. Et je peux pas, j'aime beaucoup ce chapitre. Alors je vous lis une phrase. Hein. Qui justement qui parle de sur quoi tu finissais, alors que oui, il y a une écologie punitive, c'est celle de la terre qui est en train de tous voilà de rugir, voilà, ça si on ne fait rien, ça va être très punitif. Et ils écrivent: des canaux de sauvetage sont bien sûr moins confortables qu'un opulent paquebot en train de couler, mais personne n'aurait pour autant l'idée de les trouver punitifs. Donc c'est vraiment cette idée que oui, la décroissance, changer de système, etc., c'est renoncer à un certain nombre de choses, mais pas l'essentiel de ce qui nous rend heureux, et c'est moins confortable. Voilà, il n'y a pas de. Mais je pense que enfin, j'aime beaucoup cette image, parmi d'autres choses dans cet excellent chapitre. Non, et peut-être que parmi les potentialités que porte le Green Backlash actuel, il y a peut-être, on verra dans les mois à venir, mais une reconfiguration plus claire d'une partie du champ politique, disons plus progressiste et sensible à l'écologie, autour de ce qu'est en train de détester la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire les étrangers, le féminisme, les mouvements globalement LGBT, LGBTQI+, l'écologie, et que peut-être que là il y a en miroir un projet politique porteur qui pourrait émerger en faisant finalement cette coalition. En fait, j'ai pensé à ça dans votre question. Hein, j'ai l'impression que c'était au cœur de votre question, mais qu'il va y avoir par ce Green Backlash potentiellement, mais c'est le potentiellement qui est toujours important, un recadrage d'une partie du champ politique autour de l'écologie, de la question sociale, de la démocratie, de l'antiracisme, de l'antifascisme. Enfin voilà, c'est encore des grands mots en isme, mais aujourd'hui on est quand même face à ces forces-là. Une autre question, oui. Oui, bonjour. Ou bonsoir, je ne sais pas. Plusieurs fois, vous avez utilisé le terme scientifique. Et pour moi, un scientifique, il doit avoir à charge et à décharge. Et donc, je voudrais savoir, donc je ne dis pas que quand c'est à charge, c'est pas justifié. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont justifiées. Mais est-ce que vous auriez des exemples à décharge en disant que bon, il y a certaines propositions ou certaines décisions qui étaient bien pour l'écologie, finalement, on s'est trompé, on n'a peut-être pas vu, c'était pas viable, on n'a pas vu le truc. Moi, pour vous croire quelque part, faudrait que j'ai le sentiment que vous ayez vu les deux côtés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors je peux tenter de répondre. Il y a clairement dans une partie de ce qui s'est fait et qui a été défendu, mais alors en fait pas par l'écologie politique, mais par une écologie de gouvernement depuis par exemple la protection de la nature, et on peut très bien retracer comment en fait, on pourrait même revenir à Chasse, Pêche, Nature et Tradition et la jeunesse de certains personnages de Chasse, Pêche, Nature et Tradition qui, en fait, vont faire leurs armes en fait, dans un climat où une partie de la population agricole se sent victime de mise en place de mesures de protection de la nature. En fait, ça remonte très loin. Si on prend même des parcours personnels d'un certain nombre de personnages,
Donc, comment les parcs nationaux, par exemple, ont pu être ressentis par des populations rurales comme une manière de déposséder leur territoire, alors qu'eux-mêmes étaient, et effectivement, les populations qui vivaient dans les zones parmi les plus pauvres de France. On pourrait tracer ça avec des mesures plus récentes, comme la ZFE, comment la ZFE était porteur derrière une idée essentielle, puisque les voitures font des morts quand même, font des morts de maladies respiratoires, mais comment l'application de la ZFE a été effectivement quelque chose qui porte une injustice extrêmement forte pour les gens qui étaient contraints de prendre la voiture et qui n'avaient pas forcément les moyens ni l'accompagnement qui était promis au départ pour changer d'automobile. En fait, on pourrait égrener plein de... Je ne sais pas si c'était le sens de votre réponse, et pour le mouvement agricole, par exemple, mais je pense que là, mais du côté de l'écologie politique, simplement ce discours, il est inaudible par les organisations agricoles majoritaires ou concurrentes qui n'ont pas intérêt à ce que les écologistes puissent vraiment parler au monde agricole. Je pense à la FNSEA et puis à leur rival maintenant, la coordination rurale. Mais effectivement, ce que dénoncent les agriculteurs sur la complexité administrative de leur profession, sur l'application des normes, sur les injonctions contradictoires dans lesquelles ils sont prises, sur le fait qu'ils doivent rivaliser sur le marché international, puisqu'ils ont été poussés à ça, qu'ils ont investi pour ça, qu'ils ont été accompagnés, qu'ils ont été formés pour ça, mais qui sont en concurrence avec des productions internationales qui ne respectent pas ces normes-là. Bien sûr que si c'est ça l'écologie, c'est profondément injuste. Mais voilà, mais ça c'est l'écologie telle qu'elle a été menée et avec donc bon. Enfin, je m'arrête là pour laisser mes camarades. Non, c'est plutôt pour vous inviter à préciser un peu parce que votre question, enfin, ça fait partie de ces questions où on se dit c'est peut-être l'occasion de clarifier des choses qu'on a dites et qui ont pu être mal comprises ou en tout cas où on n'est pas allé au bout. Mais je suis pas sûre d'avoir tout à fait bien compris ce que vous entendiez par les deux camps ou à charge et à décharge. On ne se place pas dans le fait de faire quelque chose à charge et à décharge, mais qu'est-ce que vous entendiez plus précisément par ça? Est-ce que vous avez cru comprendre dans notre discours que rien n'a été fait pour l'écologie depuis jamais? Non, c'est pas ça. Alors bien sûr, je vais prendre un ou deux exemples et peut-être ça va être justement. Je suis pas un spécialiste comme vous, donc ça peut être des exemples que vous allez me contrer très très rapidement. Mais par exemple, quand on parle du solaire ou de l'éolien, où il y a une force pour dire il faut y aller, mettre le paquet dessus. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours le vent, les choses comme ça. On dit, mais si on va trop loin dans cette direction-là, on risque d'avoir des problèmes de blackout ou des choses comme ça. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est juste. Je suis pas un spécialiste. Il se trouve, vous allez me dire, mais non, là, c'est tout. Mais vous voyez, en vouloir faire quelque chose de bien dans l'écologie, on n'a peut-être pas vu certains impacts plus grands. Et là, il faut que, en gros, si vous voulez, je vais être un peu caricatural, mais par rapport aux écologistes, moi, j'ai plus ou moins une position de dire, en tant que lanceur d'alerte, très bien. Ensuite, quand il faut prendre des décisions, là, je suis un peu plus sceptique parce que j'ai l'impression que des fois, c'est très dans un sens et on ne voit pas la vue globale. Si je prends par exemple le cas des gaz à effet de serre, vous supprimez la France, vous devenez une France super écologique. Je veux dire, le changement climatique, si on travaille que sur la France, il n'y aura pas d'effet. C'est pas ça qui va faire que ça, c'est tout le monde. Donc il faut essayer d'étager. Par contre, alors quand je dis local, ça c'est le côté global. Une écologie qui a des effets sur le point de vue global, mais après local. Bon, si par exemple, avec des pesticides, on empoisonne nos terres, bon, ben là, c'est nous carrément, je veux dire, les autres à côté. Mais bon, vous voyez je ne sais pas si j'essaye, je ne suis pas un spécialiste encore une fois, j'essaye de lancer quelque chose, mais vous voyez un peu, j'aimerais bien, quelque part, qu'il y ait cette ouverture et de dire, OK, il y a des choses, des régressions, elles ne sont pas bonnes, mais il faut aussi qu'il y a des points qui ont été positifs dans cette régression, on n'a pas bien vu, il faut éventuellement faire différemment. Le côté j'ai toujours raison et il faut aller ça, je suis un peu toujours j'essaye peut-être je pousse un peu pour montrer un peu plus ce que je veux dire, quitte à être caricatural, mais c'est pour essayer de préciser un peu ce que j'avais en tête. Vous voyez ?
Non, mais votre question, elle est très intéressante et il n'y a pas à s'excuser de ne pas être spécialiste parce que là, on dialogue. Voilà. Et votre question est très intéressante. Moi, ce que j'entends derrière, c'est l'écologie comme lanceur d'alerte, d'accord. Donc, c'est-à-dire, oui, il y a quand même des problèmes graves et là, les écologistes ou les scientifiques qui abordent ces sujets sont légitimes à les aborder. Mais alors sur le reste, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on entre dans la réalité de notre organisation sociale, de nos modes de vie. Et en fait, il faut voir tous les aspects. Il y a des aspects quand même économiques, il y a des aspects... tout ça, c'est vrai, quelque part, c'est de bon sens. Sauf que justement, pendant longtemps, il y a pas mal de scientifiques qui ont été uniquement lanceurs d'alerte sur les dégâts environnementaux, sur les atteintes au climat. Et le GIEC, justement, était là pour ça, pour documenter très clairement les choses, mais ensuite, aux politiques de trancher, aux politiques de prendre des mesures, etc. Nous, à la Técopole, par exemple, on se dit que non, les scientifiques, ils doivent aussi aider à comprendre qu'est-ce qui nous maintient dans des trajectoires insoutenables. Et là, on est obligé de convoquer tout un tas d'acteurs sociaux, d'autres considérations, qui ont à voir avec comment est organisé notre monde, en fait. Et donc, c'est pas possible, je pense, aujourd'hui, de dire les écologistes ne sont que des lanceurs d'alerte pour, nous dire attention, là, il y a ça qui va mal. Non, il faut comprendre l'intrication de tout ça. Et du coup, c'est pour ça que nous, on s'appelle Atelier d'écologie politique, parce qu'en fait, tous les enjeux environnementaux sont aussi conditionnés et enchâssés dans des enjeux politiques, technologiques, culturels, économiques, etc. Et on ne peut pas s'en défaire. Donc il n'y a pas d'un côté une objectivité de l'alerte écologique et de l'autre des discours qui seraient trop quoi. Alors oui, des discours partisans, il peut y en avoir. On essaye, nous, de ne pas avoir un discours partisan, c'est possible. Des discours pas assez complexes, il peut toujours y en avoir, c'est vrai. Mais en tout cas, on ne peut pas faire cette partition pour dire les écolos ne sont que les écologistes. Ceux qui traitent d'écologie ne sont que des lanceurs d'alerte. Ça peut pas fonctionner. Je ne sais pas si je vais répondre directement parce que je ne vais pas répondre en tant qu'écologiste. Je ne sais pas d'ailleurs si ce terme me convient, mais en tant que scientifique. Et par rapport au champ disciplinaire ou multidisciplinaire de l'écologie politique et beaucoup de la décroissance, où il y a de plus en plus de travaux universitaires. Donc, par exemple, sur les questions des énergies renouvelables, l'approche des recherches, des travaux qui sont dans cette mouvance, c'est justement d'avoir une vision systémique, c'est-à-dire systématiquement d'essayer de voir les énergies renouvelables. C'est évident que quand on prend les gaz à effet de serre, c'est pour remplacer les énergies fossiles, c'est absolument impératif, mais il y a plein d'effets néfastes de néocolonisation, etc. Et un point très clair, c'est de dire oui, ça sert à rien de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables si on reste dans un système de croissance économique, parce qu'il faudra tellement de ressources que c'est complètement destructeur. Donc ça, c'est les types d'approches systémiques qu'on voit dans les travaux qui relèvent de l'écologie politique et qui sont de plus en plus nombreux. L'autre point aussi qui est très important que je peux identifier dans cette communauté multidisciplinaire de chercheurs et chercheuses, c'est vraiment l'attention à la démocratie et au partage des savoirs. C'est-à-dire les questions de démocratie citoyenne, d'idée que toutes ces décisions techniques, on a besoin de techniques, etc., ce sont des choix de société. Donc, ils doivent être mis en société. C'est exactement ce qu'on essaye de faire à notre échelle à l'atelier d'écologie politique, mais c'est extrêmement important. Donc, par exemple, les initiatives de Comenercoop, d'appropriation citoyenne de l'énergie, sont extrêmement importantes. Voilà, c'est un modèle de dire, voilà, c'est pas une question juste technique, c'est une question de comment on se rapproprie, parce que toute énergie, toute solution a des pollutions, c'est des choix, et on est dans ce qu'on appelle le domaine de la science post-normale, c'est-à-dire on ne peut pas tout contrôler, il y a des valeurs, il y a des choix, on a des inconnus, donc on décide en choix d'incertitude, et comment on fait en choix d'incertitude? On laisse surtout pas les scientifiques tout seuls décider, il faut que ce soit mis en démocratie. Donc ça, en tout cas, moi, c'est la vision peut-être un peu idyllique que j'ai de mon champ scientifique, mais bon, que je trouve chez beaucoup de mes collègues.
Moi, en fait, je suis super bavarde, mais sinon, ils me diront. Mais non, mais votre question, elle est passionnante parce que là, moi, elle m'amène à penser un truc qu'on n'a pas vraiment éclairci suffisamment, peut-être dans le bouquin, mais là, c'est l'occasion de le faire. En fait, le mot écologie lui-même, il est polysémique. Et quand on l'emploie comme ça, il remplit des fonctions très, très, très différentes. C'est-à-dire que les écologistes, aujourd'hui, c'est un parti. Avant, ils s'appelaient les Verts, Europe Écologie Verts. Bon, pourquoi pas? Il y en a eu d'autres, voilà. C'est un parti. Des forces partisanes. Ça peut être des mouvements activistes, des mouvements sociaux, des militants qui se définissent comme écologistes. Ça peut être aussi l'écologie, une science sur des savoirs plutôt de sciences dures, objectives, hein, sur le vivant, la biologie, la géophysique, etc. Mais c'est aussi, comme nous on se l'approprie au sein de la Técopole, l'écologie politique, quelque chose de beaucoup plus large et systémique qui englobe toutes les disciplines pour essayer de penser la complexité dans laquelle on... Et c'est vrai que selon les moments du discours, on l'emploie dans un sens ou dans un autre. Donc, vous nous poussez quelque part à une forme de clarification. Et du coup, il ne s'agit pas du tout de dire, enfin, nous, on ne dit à aucun moment du bouquin et jamais dans nos discours comme ça que l'écologie serait une sorte d'utopie, de champ de roses, avec une promesse bisounours d'une société parfaite, pacifiée, etc. On n'est pas du tout dans ça. On fait pas on fait pas la promotion de ça. Nous, à la Técopole et dans ce bouquin, je pense qu'on part du fait qu'aujourd'hui, les constats sur la catastrophe écologique en cours sont absolument impératifs à être pris au sérieux. Ils sont absolument documentés. C'est un socle, pour le coup, scientifique. Voilà, impératif. Il faut partir de ça. Ensuite, pour penser les choses de manière systémique, penser combien c'est complexe de quitter la trajectoire, les mécanismes, les inerties, l'organisation sociale qui nous a amenés là, comment dénouer ça pour essayer d'aller vers autre chose, c'est extrêmement complexe. Il faut toutes les sciences. Ensuite, pour faire les choix de société, pour nous amener ailleurs, et pour régler des négociations complexes de comment faire, quels sont les secteurs qui vont souffrir, comment faire pour que ce soit juste, que socialement ça puisse fonctionner, etc. C'est super complexe. Et là, on rejoint ce sur quoi a insisté Jean-Michel, c'est-à-dire ça, c'est une délibération démocratique. C'est pas les experts, c'est pas les scientifiques, c'est pas la Técopole qui vont en décider. C'est des négociations et c'est pas les économistes mainstream qui s'arrogent un peu cette parole publique depuis longtemps. Voilà. Et du coup, si c'était ça sous-jacent à votre question, on est d'accord avec vous, hein. Et par exemple, bon, là, je renvoie au bouquin Greenwashing précédent, mais il y a par exemple un chapitre sur les énergies, la question énergétique, l'énergie décarbonée, où les collègues qui ont écrit ça, des collègues de l'INSA, des physiciens de Toulouse qui se sont mis ensemble pour écrire ça. C'est vraiment béton, mais c'est un super petit chapitre parce que justement, ils font le tour des questionnements à se poser très complexes pour savoir ce que c'est qu'une énergie décarbonée. Déjà, bien comprendre ce que c'est. Bien démasquer les choses qu'on ne nous dit pas sur les promesses de décarbonation. Pour tout type d'énergie, de toute façon, même les renouvelables, il y a des impacts. Voilà. Et donc, ouais, c'est comprendre toute cette complexité qui nous arme mieux pour ensuite délibérer de ce qu'on pourrait faire et ce qu'on voudrait faire éventuellement. Et effectivement, il n'y a pas de conte de fées autour de l'écologie. Il y a un chemin impératif, il faut qu'on change. Parce que là, c'est vraiment changer ou disparaître. Ce bon vieux slogan des écolos des années 70, il est plus que jamais réel. Mais comment le faire, c'est compliqué. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Et merci Laure, merci Jean-Michel, merci Steve pour cette rencontre. Vous pouvez... Le livre Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie est publié au Seuil Éditions. Vous venez d'écouter les co-directeurs et directrices de cet ouvrage, Laure Tellière, Steve Agimon et Jean-Michel Huppé, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée samedi 25 octobre 2025 et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.